Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau épisode qui tombe à pic. Nous allons parler aujourd'hui de comment gérer le stress des examens. Et là, ce thème n'est rien d'autre qu'un premier épisode d'une série de podcasts qui s'en vient avec une personne qui s'y connaît très bien. Et cette série de podcasts serait intitulée « Prendre soin de soi pour mieux réussir ». Et nous savons au jour d'aujourd'hui que quand on parle de santé mentale, c'est un sujet qui est beaucoup plus d'actualité. Et dans cette mesure-là, nous allons discuter beaucoup plus dans le contexte académique, dans le milieu estudiantin, dans la communauté estudiantine, comment ça se passe aujourd'hui. Et pour en discuter, pour parler beaucoup plus de la problématique de la santé mentale, j'ai le plaisir et vraiment le plaisir de recevoir avec moi Ala Logina, qui est intervenante de proximité au Centre d'aide à la communauté étudiante de l'Université Laval. Et elle a accompagné des étudiants, et elle continue d'ailleurs de le faire, dans leurs défis personnels et académiques pour favoriser leur bien-être et leur réussite. Ala est diplômée en aide spécialisée à la personne et coach certifié. Elle possède une solide expertise en accompagnement individuel et son parcours international l'a menée à travailler dans plusieurs pays, notamment en France, en Suisse, aux États-Unis et à Genève, où elle a supervisé plus de 80 employés et soutenu des programmes éducatifs d'envergure. Au jour d'aujourd'hui, elle a également, et elle continue de le faire, elle est conférencière, invitée à l'EPFL, tu vas nous définir ce sigle-là tout à l'heure, l'une des universités les plus prestigieuses au monde pour former des finissants aux techniques d'entretien. Son expertise et son approche humaine font d'elle une professionnelle reconnue pour créer des espaces sécurisants où chacun peut développer son potentiel. Du fond du cœur, Ala, franchement, je te remercie beaucoup de ta générosité. Et malgré les défis que tu as eu ces derniers temps, tu as quand même honoré de ta présence pour parler de cette thématique qui te tient beaucoup plus à cœur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation aussi intéressante. Donc oui, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Ala Logina, effectivement intervenante de proximité au service des résidences de l'Université Laval. Si je pouvais parler de mon rôle, ce serait vraiment soutenir les étudiants dans leurs défis, isolement, anxiété, rupture amoureuse, surcharge académique ou autre. En fait, j'aide les étudiants à trouver des stratégies concrètes ou à se connecter aux ressources universitaires. Parce qu'à l'université, nous avons beaucoup de ressources et je suis ce point de repère pour les étudiants en résidence. Non, mais ça, c'est très bien. On va en arriver en détail et aller point par point sur certains aspects quand même très, très spécifiques par rapport à tous les éléments dont tu viens de mentionner. Alors, tu sais, pour accompagner cette conversation, nous aurons 4 grandes petites parties. Okay. Dans un premier temps, nous allons parler de ce que la santé mentale de façon globale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est quoi la santé mentale? C'est quoi la maladie mentale? Nous allons essayer de déblayer un peu. C'est qu'on entre dans la forêt et on va élaguer un peu les branches là pour que nos auditeurs et puis auditrices puissent retenir quelque chose de façon probante, beaucoup plus orienté communauté étudiante, tu vois. Donc, dans un deuxième temps également,
nous allons parler de l'anxiété de performance dans le milieu académique. Euh, Comment on reconnaît ses peurs? Dans une troisième partie, nous allons parler également des pensées automatiques. C'est quoi ce qu'on appelle pensée automatique? Et ça, on entre beaucoup plus dans le segment pratique. Et ça sera des outils pour le quotidien de la communauté étudiante que la plupart des étudiants peuvent utiliser au jour le jour. Et la quatrième partie, là, nous allons faire un petit quiz, un petit jeu. Tu vois? Et ce jeu va nous permettre quand même de consolider dans une certaine mesure tout ce qu'on a eu à dire, tu vois, jusque-là. Et là, tu vas nous partager des conseils, ce qui te tient beaucoup plus à cœur, ce que tu souhaiterais partager comme conseils pratiques hein, à la communauté étudiante parce que tu es tout le temps avec eux. Je dirais, entre guillemets, tu es comme une maman qui vient auprès de qui il ou elle viennent pleurer de temps en temps et tu leur dis non mais écoute calmez-vous voilà et ça peut se passer correctement et puis on va clore cette conversation. Est-ce que c'est à ton goût? C'est parfait. Ok, parfait, on y va. Alors dis-moi, quand on parle de santé mentale, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Oui, on peut parler de santé mentale, tissée très lentement. Et aujourd'hui, je veux juste dire que pour moi, c'est vraiment garder un équilibre entre études, vie personnelle et bien-être. C'est ça ce qui est pour moi santé mentale pour notre communauté étudiante. Quand j'étais étudiante, j'ai pensé par exemple que travailler jusqu'à 2 heures du matin était normal, que c'était une norme. Je le faisais. Résultat, épuisée, le lendemain, je ne savais plus, tu sais, j'avais du mal à me concentrer. Je retenais beaucoup moins et je performais moins pendant mes examens. Donc, pour moi, la santé mentale, c'est vraiment c'est savoir dire stop, pause, c'est étudier, c'est retrouver cet équilibre entre études, vie personnelle et bien-être. Tu as dit quelque chose qui m'interpelle personnellement. Tu as dit santé mentale, c'est un équilibre, c'est le mot-clé que je retiens. Alors, pourquoi, je fais rapidement une transition, pourquoi on parle de santé mentale et quel est le lien qu'on peut faire avec des examens? Effectivement, parce que vous savez, moi j'étais étudiant, toi tu es peut-être encore étudiant, qui n'a pas stressé pendant les périodes d'examen. Mais on sait que les périodes d'examen, c'est le moment où tout s'accumule. Stress, fatigue, anxiété de performance, etc. Et parfois, même les émotions, elles débordent. Le but, c'est vraiment de prévenir avant que ça devienne trop lourd, avant que ça devienne insupportable. J'ai vu des étudiants qui, pendant la session des examens, ils voulaient tout abandonner parce que c'était trop. Tout s'accumule, tout se dérègle, tout se déséquilibre. C'est pour ça, pendant l'examen, en période d'examen, c'est important, mais surtout en avance, se préparant en avance, etc., pour prendre soin de cette période d'examen. Et juste avoir conscience que pendant la période d'examen, je dois prendre soin de ma santé mentale, c'est déjà très bien. Ça, c'est magnifique. Sans transition, comment, pour une personne, une population étudiantine, une population étudiante, comment ils peuvent savoir s'ils sont stressés ou pas? Comment on peut le savoir? Oui, et le stress, tu sais, les étudiants, ils savent qu'ils sont stressés. Ils le disent souvent, je stresse, j'ai de l'anxiété. Beaucoup des étudiants, ils expriment ça. Et le stress, tous on a expérimenté. Même moi, avant cette émission, j'ai été un tout petit peu stressée. Et c'est OK. Parce que, tu sais, le stress active notre système d'alarme. Tu vois, parfois, tu arrives à l'examen, tu as révisé, tu as fait tout en avant, tu as préparé, mais pendant l'examen, tout à coup, tu perds tous tes moyens et devant la feuille, tout s'oublie. C'est vraiment un système d'alarme qui s'active et le cerveau, il passe en mode survie. Donc, c'est ça. Le stress, c'est en fait ces réactions inattendues de notre corps face à des situations qui peuvent nous faire peur, en fait. OK, très bien. C'est une situation
c'est un état, je dirais, d'esprit face à une situation ou bien face à une problématique qui fait qu'on a peur. Est-ce à dire, par exemple, que le stress, c'est quelque chose de mauvais? Ok. Oui, bien sûr, le stress, parfois, il peut être très utile. Par Mhm, exemple, évidemment, euh, quand j'ai animé mon tout premier atelier mhm, pour les étudiants ou autre, effectivement, j'ai été stressée, mais ça m'a aidé. Le stress modéré mhm, m'aide à me préparer, à m'activer, mhm, etc. C'est clair que le stress peut être très utile et important pour nous. Mais quand le stress est excessif et que nous sommes paralysés face à des tâches, c'est ça qui est problématique. Donc, trop de stress, ça va pas de stress du tout. mhm, Aussi, il y a parfois les étudiants qui disent, bon, moi, je suis dans une zone où je ne suis pas du tout stressée pour mes examens. mhm. Mais quand la période d'examen arrive, la personne rentre dans le stress très, très, très haut. Donc, du coup, je recommande aux étudiants d'avoir un stress modéré, si on peut voilà, le dire. Stress modéré, c'est quoi encore un stress modéré? C'est vrai, il faut être dans... Moi, je comprends, hein, pas stress modéré, qu'il faut pas être trop extrémiste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop au niveau de la bonne positive, il ne faut pas être trop au niveau de... Ça va aller, oui. voilà. Oui, Donc, c'est comme il faut savoir placer le pointeur oui, au bon milieu. c'est ça. C'est un peu ça. C'est le Mais stress qui nous motive. très bien. Le stress qui nous motive, ça veut dire que c'est un stress modéré. Le stress qui nous paralyse, Mhm, non. Donc c'est ça, c'est tu vas voir ton réaction à mhm. toi face oui, à des situations. OK, très bien. Nous allons encore revenir sur ce sujet-là parce qu'on parle de stress, tantôt on parle d'anxiété, tantôt on parle de peur. Alors, dis-nous, quelle est l'astuce qu'on peut avoir pour préparer tôt et réduire l'anxiété? Pour réduire l'anxiété, en fait, vraiment, c'est l'agenda qui est ton meilleur ami. C'est vraiment la gestion du temps en avance. Mhm, On recommande souvent aux étudiants, surtout les étudiants qui viennent des universités internationales, de se préparer bien en avance. mhm, Vraiment commencer à préparer l'examen en avance. Parce qu'en mhm, fait, tu prends le contrôle de ce que tu vas pouvoir faire le jour de l'examen, mhm, etc. Commence vraiment tôt. Et ce que je recommande beaucoup, et par ailleurs, aujourd'hui, j'anime une session de rédaction en résidence, mhm, retraite de rédaction, mhm, on recommande vraiment travailler 50 minutes tu travailles, une concentration totale, 10 minutes de pause. Et pendant ces 50 minutes quand tu travailles, bah tu coupes Internet, tu coupes mhm. les messageries, tu regardes pas les Teams, etc. Tu es vraiment concentré profondément sur ton sujet, etc. Et quand tu planifies, c'est vraiment ton agenda, Mhm. agenda pendant la session qui va faire que tu vas être en sérénité pendant les examens. Donc, 50 minutes, quand tu organises tes sessions, 50 minutes de travail, concentration totale Mhm. et 10 minutes de pause active. Ça peut être respiration, la marche ou autre. Et on recommence. Ça fonctionne énormément. J'ai conseillé ici, si vous me écoutez, les étudiants, commencez à essayer. C'est excellent. C'est génial. Vous allez être beaucoup plus productif. Ça, je pense que, au risque de ne pas me tromper, c'est un peu la méthode Pomodoro. C'est juste, c'est juste. Bravo, oui, c'est ça. C'est Très bien. exactement ça. Voilà, bon, moi, je l'utilise régulièrement, donc je peux en témoigner Ouais. de ce que tu dis. Moi, ça m'aide énormément. Ça me permet d'être beaucoup plus focusé, d'être beaucoup plus concentré et de me dire, écoute, euh, ce temps-là, c'est réservé à ça et ça exclusivement. Donc, ça permet dans une certaine mesure d'aller beaucoup plus rapide et je témoigne parfaitement de ce que tu dis. Alors, comment reconnaître, dis-moi, comment reconnaître ces peurs pour mieux les gérer? Comment on reconnaît ces peurs? Oui, très important. Il faut reconnaître ses peurs parce que, tu sais, on a beaucoup, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs. Même pendant la journée, on a des craintes et des peurs qui vont jamais se réaliser ou très peu de nos craintes, ils se réalisent. Mhm, Et ça, le cerveau, je ne sais pas pourquoi, chaque fois, on est vraiment sûr que ça va, tu sais, que nos peurs vont être réalisées. Et tellement de peurs qui ne se réalisent jamais. Donc, pour les réaliser, moi, ce que je conseille, c'est les écrire. Quand un étudiant vient, si quelqu'un qui est vraiment stressé, etc. Par exemple, j'avais une étudiante qui venait, elle disait, c'est sûr que je vais échouer, etc. Je dis, bah viens, note. Elle m'a exprimé sa peur, note ta peur. La personne dit, je vais échouer, je vais pas passer ma session, etc. Mais à la rencontre après, on a regardé ses notes
elle a eu 80, elle n'a pas échoué. Donc, tu vois, juste le fait de les noter, ça nous aide en fait de les identifier. Et en fait, quand tu les notes, tu aussi fais un peu face à tes peurs. Tu le vois, c'est ça. C'est ça, j'ai peur. Et en les notant, tu les sors un peu de la tête et ça devient quelque chose un peu d'extérieur à toi. Donc, on les note. On identifie. Et ça peut aussi faire du bien de parler à quelqu'un. Prendre rendez-vous avec moi, enfin, avec un intervenant de proximité, en résidence avec moi ou d'autres, en faculté, pour en discuter. C'est quoi mes peurs? Très bien. Donc, l'importance de nommer ces insécurités. Oui, c'est ça. Et c'est dire, nommer, et c'est dire que ça, c'est ma peur. Ce n'est pas la réalité. Très bien. Voilà. Magnifique. Alors, pour accélérer, nous irons directement dans le segment pratique, là, rapidement. Comment nos pensées automatiques influencent-elles le stress? Quelle bonne question. Effectivement, face à une situation stressante comme l'examen, on peut avoir des pensées automatiques. Par exemple, je suis nulle, je ne vais jamais réussir, etc. Mais au moment que nous émettons cette pensée, notre corps, il réagit comme si c'était vrai. On revient encore dans la certitude. Nos pensées deviennent une certitude pour notre corps. Par exemple, j'avais un étudiant qui disait que moi, pendant l'examen, je tremble, carrément tremblais. Tu sais, le corps tremble. En travaillant les pensées, la personne a réussi à la transformer par dire « je vais faire de mon mieux », etc. Et la personne, elle tremblait plus. Mais effectivement, nos pensées automatiques peuvent réagir sur notre corps. On va trembler, on va être paralysé, etc. Et ces pensées automatiques, comme le père, comme on a dit tout à l'heure, ils sont pas nos meilleurs alliés. Ce sont les pensées toxiques. Et si on arrive à les travailler, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as fait sortir un qualificatif qui a attiré mon attention. C'est lequel? Toxique. Ah, ce mot est à la mode partout. Oui, je comprends. Dis-moi, alors, quelle stratégie, toi, tu peux nous conseiller pour nuancer ces pensées toxiques? Oui, ce que je conseille aux étudiants, ce qu'on fait dans mon bureau souvent, c'est identifier la situation qui provoque les pensées automatiques, l'émotion. Quelle est l'émotion que la personne vit en ce moment-là? Par exemple, dans l'examen, les situations, on va dire, typiques, on parle des examens, c'est l'examen. Quelle est la pensée automatique qui vient? Je vais échouer, etc. Ou je ne vais jamais réussir, je suis nulle, je ne vais jamais terminer mes études, etc. Donc, on identifie la pensée parce qu'elle va être différente d'une personne à l'autre. Très bien. Et après, ce qu'on va faire, on va la questionner. On va se poser la question, mais est-ce vrai que je réussis jamais rien? Est-ce que c'est vrai que je ne me suis pas préparée? On questionne, tout simplement, on pose la question. Est-ce que c'est vrai? Et on répond. On se dit, on se rappelle, mais j'ai quand même allé au cours. Je me suis préparée. Et en fait, on va la transformer, on va la nuancer. On va la changer, cette pensée. On va dire, OK, j'ai fait de mon mieux. Je me suis préparée un peu. Je ferai ce que je peux. Et tu vois, notre corps et notre cerveau, il va réagir différemment. Si on se dit ça, par exemple, au lieu de se dire « je suis nul, je ne vais jamais réussir ». Dans ces pensées, on va dire toxiques qui viennent, aussi on peut se rappeler de nos réussites précédentes. J'ai déjà passé les examens avant, etc. Dans cet réquestionnement, de réformulation de la pensée, on va se dire « mais j'ai déjà réussi, là, etc. » Voilà, on se rappelle des réussites passées. Et aussi, parler à quelqu'un peut aussi alléger le poids. Parce que quand tu parles à quelqu'un, la personne elle peut bien dire que « mais c'est impossible que tu es nul, etc. » Parce que souvent, ce sont les pensées toxiques, ce sont les pensées catastrophiques, on exagère, etc. Nous avons un super article sur les pensées toxiques sur notre site internet de Centre d'aide à la communauté étudiante. J'invite les étudiants de le consulter. Mais c'est super travailler ça. Parce qu'une fois que tu as compris le système, ça va t'aider beaucoup, beaucoup et tu vas voir que ta santé mentale va s'améliorer et la qualité de vie va s'améliorer. Parce que les pensées toxiques, on en a.
Ça, c'est magnifique. Tu as dit il faut noter ses succès, si je peux le résumer ainsi. Noter ses succès passés. Est-ce que tu conseillerais, par exemple, un cahier de gratitude par Ouf. rapport aux micro-succès qu'on a eus sur notre cheminement, ou bien sur, comment on appelle, au cours de notre parcours? Est-ce que tu penses que ce sont des astuces, ce sont des stratégies qui peuvent contribuer à gérer le stress pour la plupart des étudiants? Mm. Merci beaucoup pour cette question-là. Ce que tu me dis, j'ai envie de faire une émission d'1 heure sur ça. J'y suis vraiment adepte du carnet de gratitude, de choses, de nommer 3 belles choses par jour qui sont arrivées à toi. Mhm, Souvent, je commence mes consultations avec les étudiants. Qu'est-ce qui est du bon à t'arriver entre les 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, mhm, etc. Je crois profondément à ça parce que ça oriente notre pensée vers les choses positives et les choses qui sont vraies et ce qui est certes qui nous ont arrivé. Oui, effectivement, ça peut aider, se rappeler de ses succès, les noter, etc. C'est super, mais il faut qu'un jour, j'ai envie de parler de ça, de gratitude, mais aussi de force, reconnaître ses forces, très tu bien. sais, se rappeler, mais c'est quoi mes forces? Moi, je suis persévérant, moi, je suis intelligent, etc., Mhm, etc. Tout ça, ça nous met dans ça veut dire que ça va contrebalancer nos pensées toxiques. très bien. Non, mais écoute-toi, reste tranquille. Ouais. Je peux te rassurer que pour les prochaines émissions qui s'en viennent là, on se revoit encore. Et comme c'est une série qu'on est en train de dérouler, on aura l'opportunité de parler de tous ces sujets, de toutes ces thématiques pour le bonheur de la communauté étudiante. Et pourquoi pas, ça pourrait aller aussi à d'autres personnes, d'autres personnels, des employés, et dans une certaine mesure qui pourraient les contribuer aussi à apprendre davantage parce que c'est des notions que moi j'estime personnellement qui sont des notions transversales. OK? Oui. Alors là, nous allons faire un petit quiz. Euh, J'adore taquiner les gens sur cette émission-là. Hein? Et dans notre conversation, il y a des questions que je vais te poser. C'est très simple, hein? C'est un jeu de vrai ou faux. Alors, nous allons le faire sur le stress et puis l'anxiété. Je vais te donner les grandes thématiques. Nous allons le faire sur la performance académique. Nous allons le faire sur les pensées automatiques et les émotions. En d'autres termes, nous allons faire un quiz sur tout ce que nous avons eu à dire, du début jusqu'à l'après. Alors, la première question que j'ai à te poser, hein, c'est est-ce que le stress est toujours mauvais pour la réussite scolaire? Non. Pourquoi non? Est-ce que le stress est toujours mauvais? On a dit tout à l'heure que, tu sais, le stress modéré, il est nécessaire. Donc, si le Mhm, stress est modéré, c'est cool. Si très le bien. stress est trop élevé, il est mauvais. Mhm, Ouais. magnifique. Deuxième question. Est-ce que le stress peut devenir un moteur quand il est très, très bien géré? Oui, il peut être motivant. Le stress peut être motivant, mais à doser. De toute façon, on ne peut pas vivre sans le stress. Tout le monde le vit tous les jours. Donc oui, Mhm, parfois c'est le stress est motivant, parfois le stress est paralysant. Parfois le stress, on n'a pas de niveau de stress nécessaire pour y avancer. mhm. Troisième question. Vrai ou faux? Une crise d'anxiété arrive toujours sans prévenir. On peut avoir, oui, ça peut venir de manière inattendue, mais quand même, on a des signes, des symptômes avant, tu sais, on Mhm. dort bien, etc. Quatrième question. Vrai ou faux? Plus on révise longtemps, mieux c'est bon pour la mémoire. Plus on révise longtemps, Mhm, mieux c'est pour la mémoire. Je pense que c'est bien de réviser, mais surtout répéter. Et c'est pas forcément pour moi tu sais, les heures passées, mais comment mhm. est-ce qu'on révise? Comme je t'avais dit, est-ce qu'on utilise les techniques Pomodoro? Est-ce qu'on Très prend les bien. pauses, etc. Mhm, Mais oui, le temps passé, surtout la répétition, on va dire, de révision, mhm. ça va nous aider. Très bien. Je vais te poser cette question parce que tu as déjà répondu même, hein, je peux Oui, te le garantir. Le cerveau apprend mieux avec des pauses régulières. c'est juste. Voilà. Parfait. Alors, la question sur la performance académique. L'anxiété de performance touche seulement les meilleurs étudiants. Non, c'est pour tout le monde. Parfait. Septième question. Faire des nuits blanches améliore la concentration.
Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? Alors là, hier, en résidence, nous avons fait un kiosque sur le sommeil, justement, la prévention de bien-être. Et du coup, les étudiants m'ont dit, ah oui, j'ai passé une nuit blanche, etc. Aujourd'hui, j'étais vraiment pas du tout concentrée pendant mon deuxième examen, etc. Oui. Clairement, la nuit blanche, c'est vraiment un ennemi des concentrations, etc. Ouais. Non, mais j'approuve fortement ce que tu dis parce que moi, j'étais un adepte. J'ai été un vrai adepte de la nuit blanche. Mais quand tu finis de faire 3 nuits blanches, là, tu sais ce que le corps réclame. Tu peux faire une semaine, là, à dormir sans ne rien faire. C'est ça avec les nuits blanches. Parfois, les étudiants le font, je le sais. J'ai fait aussi dans ma vie. Mhm. Mais c'est clair, on voit le résultat. Tu imagines la performance que tu peux avoir sans la nuit blanche si tu fais tout ça en avance. Mhm. Elle est beaucoup plus puissante. C'est ça, c'est vrai. Comprendre un cours est plus efficace que le mémoriser. Oui, c'est sûr. Ça, c'est magnifique. Pensée automatique et émotion. Sont liés. Très bien. Nos pensées influencent directement notre niveau de stress. Forcément, oui. Mhm. Avoir des pensées négatives signifie qu'on n'est pas fort mentalement. Pas Oh. forcément, non. C'est pas vrai. OK, parfait. Prendre conscience de nos peurs aide à mieux les gérer. Oui. Magnifique. Demander de l'aide est un signe de faiblesse. Alors non, pas du tout. Alors, moi, je dirais même au contraire, la personne qui, tu sais, la personne qui sait, s'observe, qui se dit, ah tiens, il y a quelque chose que j'aurais besoin d'un coup de main. J'ai l'impression que c'est une personne, elle est au contraire, tu sais, est capable de s'aider. Mhm. Et demander de l'aide, pour moi, c'est un signe de force, d'acceptation. Comme tu dis, identifier ses peurs, identifier ses faiblesses. On identifie, on s'améliore. C'est comme avec un coach sportif. Tu sais, quand tu sais, moi, je fais la musculation, par exemple, je sais qu'il y a certains exercices, je ne vais pas réussir moi-même. Et pour moi, si je suis assez, tu sais, pour moi, si je suis forte et motivée, ce que je vais faire, je vais demander à un coach de m'aider, etc. Bon, il y a les moyens, mais voilà. Et du coup, c'est exactement ça, la même chose avec la santé mentale. Demander de l'aide, c'est un signe de force, un signe de, ouais, de responsabilité aussi. Et on a tellement de ressources à l'Université Laval. J'encourage tout le monde à demander de l'aide parce que toutes les personnes que je croise dans ce milieu-là, dans le milieu de l'aide, ce sont des personnes professionnelles et des personnes magnifiques au service de la communauté étudiante. Ça, c'est magnifique. Alors, tu sais, nous sommes pratiquement à la fin de notre première série de podcasts que nous allons continuer. Dis-moi, conseil pratique. 3 trucs simples pour réduire le stress selon toi. Ah, juste 3. Si je dois choisir 3, je vais dire respirer profondément. On inspire 5 secondes, on respire 5 secondes. Pendant 5 minutes, ça s'appelle cohérence cardiaque. Très bien. J'ai dit bouger, minimum 10 minutes de marche, ça fait du bien, ça va réduire le stress. Dormez et préparez votre espace. Le bureau bien rangé, esprit clair. Très bien. Le jour J d'un examen, quel est le geste qu'il faut poser Un seul pour rester zen? geste. Ok, ça va être toujours, on ferme les yeux, on respire 30 secondes et on se dit, je connais plus que je pense et j'y vais. Je sais que tu es très généreuse. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous partager encore? Pour moi, franchement, c'est la respiration. Si on peut faire 5 minutes de respiration avant l'examen, c'est ce que je conseille. Notez ses peurs si ça vient, d'accord? Et évidemment, dans les stratégies d'examen, de commencer par des choses faciles, etc. Et si l'esprit commence doucement, tu sais, s'évader, etc., c'est OK, on revient à la matière, on revient au thème. Si, par exemple, les pensées toxiques prennent le dessus, on relit, par exemple, le thème, de quoi je parle, tu sais, etc., on revient.
tu l'observes, cette pensée-là, tu la laisses couler et tu reviens à la matière. Nous avons sur notre site Internet aussi des articles sur comment est-ce qu'on peut gérer l'anxiété le jour de l'examen. Et on avance sur l'article de Centre de la communauté à l'étudiante. Sont d'aide à la communauté étudiante, désolée. Donc, vous pouvez les lire et vous préparer en avance. Et moi, je dirais, ce qui est important aussi, c'est après examen, de se dire, comment est-ce que j'ai vécu cet examen? C'était quoi, moi, pensée peut-être automatique? C'était quoi? Qu'est-ce qui était difficile? Comment est-ce que je peux faire mieux pour la prochaine fois? Faire un petit retour après l'examen. Ne pas juste oublier ça comme un cauchemar, mais vraiment reprendre le temps pour mieux réussir le prochain. Autrement dit, une introspection ou bien un feedback. Tout à fait, feedback. Okay. Que tu peux faire soit avec un intervenant de proximité, soit avec toi-même, en notant, voilà, ce qui a été problématique pour moi, ça va aider énormément parce que tu reprends le contrôle. Ben, c'est vrai que nous sommes à la fin, mais tu sais, il y a quelque chose qui retient un peu mon attention et je souhaiterais que tu puisses insister un peu là-dessus. Quel est le message que tu peux donner aux étudiantes, aux étudiants qui pensent de façon générale que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse? Seule chose que je peux vous dire, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, ça c'est clair. Pour moi, et moi aussi, tu sais, quand j'étais étudiante, j'ai demandé de l'aide, ça m'a beaucoup aidée. Et tous les étudiants qui viennent me voir, la majorité, merci beaucoup, ça m'a aidé, etc. Et à l'Université Laval, il y a des ressources énormes. Nous avons le centre d'aide à la communauté étudiante pour la santé mentale, les consultations en psychologie, on fait des ateliers, plein de choses. Mais aussi, il y a d'autres services pour la réussite académique dans les facultés. Il y a des intervenants comme moi en résidence dans les facultés. Ce que je peux dire, c'est que, voilà, traverse pas seul. Personne ne doit traverser seul l'anxiété ou les moments difficiles. Nous sommes là pour vous. Et par exemple, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez sans autre m'écrire un petit mail à la.logina@laval.ca. Si vous êtes en résidence, je vous reçois avec joie, on jase, on trouve des solutions ensemble. Mais restez pas seul. À l'université, là, nous avons beaucoup, beaucoup de choses à vous offrir et beaucoup de ressources pour vous accompagner et pour vous aider. Franchement, moi, j'ai pas envie de te laisser partir. Mais comme je te l'ai promis, c'est une série de podcasts. Nous allons encore en discuter et je suis très, très enthousiaste que nous puissions nous retrouver bientôt pour discuter encore d'autres thématiques et certainement revenir toujours sur ces éléments parce que, comme on le dit là, la répétition, elle est pédagogique et c'est quand même à tôt. Plus qu'on répète, à un moment donné, ça entre définitivement. Alors, franchement, Ala, merci beaucoup d'avoir honoré de ta présence. Je retiens de façon globale de notre conversation que le stress n'est pas toujours négatif. Si il est bien géré, il peut devenir également un moteur, une source de motivation pour aller davantage loin. L'anxiété de performance est fréquente, c'est normal et c'est quand même c'est gérable, si on peut le dire ainsi. Alors, préparer tôt, aussi, ça réduit l'incertitude et ça permet de retrouver le contrôle. Les pensées automatiques influencent fortement nos émotions. Donc, quand on parle d'émotions, ça peut être négatif ou bien positif. Donc, c'est important de nuancer ces pensées. En nuançant nos pensées, ça nous permet de réduire le stress. Et il faut tout le temps s'internaliser et avoir des petits gestes quotidiens qui peuvent transformer la préparation aux examens. Et pour finir, là, demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est pas un signe de faiblesse. Ça, c'est sûr, c'est un signe de force. C'est un signe de force, c'est un signe de maturité. Oui, c'est le mot que je n'ai pas dit, mais c'est exact. Ça, c'est magnifique. Alors, les mots-clés que moi, personnellement, je retiens de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est bien-être, stress positif, préparation, anxiété de performance, pensée automatique, gestion des émotions, aide, confiance,
bienveillance envers soi-même à travers la gratitude. Alors, franchement, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager tes connaissances dans le cadre de cette série de podcasts que nous sommes en train de faire, ta clarté et ton approche profondément humaine. Et merci de toujours partager tes outils, ton regard professionnel et ton énergie apaisante. Et je me sens quand même très, très chanceux de t'avoir sur ce plateau. Ça n'a pas été facile, je le dis, parce que tu étais souffrante, mais tu as tout fait pour venir. Ça, c'est ce que j'appelle de la bienveillance. Et je le dis vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup et à tantôt pour un autre épisode. Merci beaucoup. À nous revoir.